Ok, bienvenue. On continue sur les capsules ACT 6100 d'analyse multivariée. Un problème important, le problème d'optimisation. Donc, assez souvent, on cherchera les meilleures fonctions, les meilleures transformations, les meilleurs whatever, meilleurs et fondamentalement lié à un problème d'optimisation. D'accord. Donc, j'avais commencé une première série de capsules sur la notion de convexité parce qu'en fait, les problèmes les plus intéressants, enfin les plus simples à résoudre quand on fait l'optimisation, c'est les problèmes qui sont dits convexes. Ok. Donc, j'ai fait une première capsule vidéo, la 4.1, sur la notion les rappels de la notion de convexité, donc qui est essentiellement définie sur des ensembles qui va nous permettre de définir des fonctions convexes. D'accord. Donc, je vous renvoie sur ce qu'est une fonction convexe dans la capsule précédente, parce qu'on va partir de là dans cette capsule tout de suite. Et donc, je vais vous définir maintenant les grands problèmes d'optimisation convexe dans cette capsule. Puis la prochaine capsule parlera beaucoup plus des méthodes numériques d'optimisation, puisque c'est essentiellement ce qu'on veut faire. On veut essayer de trouver un algorithme qui nous permet de tomber sur l'optimum et que l'algorithme marche, donc qui converge et qui ne se trompe pas, qui ne tombe pas à côté, qui ne tombe pas sur un minimum local et ce genre de choses. Okay. Donc on va se limiter à ces problèmes d'optimisation convexe et je vais juste vous définir les grandes classes de problèmes convexes. Donc un problème convexe, ça va s'écrire sous cette forme-là. Donc on va avoir une minimisation d'une fonction f. Donc f va être une fonction de Rn dans R. Donc toutes les fonctions sont à valeur réelle. J'insiste là-dessus. Je ne l'avais pas dit dans la capsule précédente, mais les fonctions sont à valeur réelle. Donc mon problème, il a du sens dans le sens où je minimise f de x, f est un réel, donc trouver le minimum d'une fonction à valeur réelle, ça c'est possible parce qu'il y a un ordre naturel dans R. Je sais que 2 c'est plus petit que 5, okay. Autant j'arriverai dans un espace plus grand, trouver un minimum, c'est pas simple parce qu'il me faudrait m'imposer une structure d'ordre. Mais ici, la question ne se pose pas, donc je cherche vraiment le minimum de cette fonction, qui est donc le minimum d'un réel. Donc, a priori, je suis dans Rn, mais je peux être dans un sous-ensemble de Rn, peu importe. Je vais rajouter deux petites informations. Je vais avoir ce qu'on appelle des contraintes d'inégalité, et je vais avoir des contraintes d'égalité. Alors, les contraintes d'égalité, on va souvent les supposer comme étant linéaires, donc c'est pour ça que je ne vous l'introduis pas. Dans certains livres, vous verrez qu'il y a du h i de x égale 0 pour i égale 1 à k, d'accord. Ici, je vais supposer qu'on est linéaire parce qu'en fait, les contraintes d'égalité assez souvent vont être traduites de manière linéaire. Mais pourquoi j'appelle ça un problème convexe? Essentiellement parce que toutes les fonctions qui apparaissent ici, donc à la fois la fonction objectif f, mais aussi toutes les petites fonctions qui apparaissent ici, donc toutes les petites fonctions d'inégalité, G1 jusqu'à Gm, sont des fonctions qui sont convexes. Okay. Donc, c'est un problème qui est sûrement très particulier, okay, parmi tous les problèmes d'optimisation que vous pouvez imaginer, mais il s'avère que en fait, beaucoup de problèmes qu'on va voir vont s'écrire sur cette forme-là. D'accord. Donc, savoir dans quel cas est-ce que je peux dire des choses, ça peut être intéressant. Et en particulier, donc on a des théorèmes très très forts dès lors qu'on suppose qu'on a la convexité sur nos fonctions. Alors juste un peu de terminologie. Okay. F, la petite fonction f qui apparaît ici, c'est ce qu'on appelle la fonction objectif. Okay. Donc c'est notre cible, c'est ce qu'on essaye d'atteindre. On a des notions de contraintes, donc les contraintes d'inégalité en particulier, qui sont les fonctions G. D'accord. J'ai une notion de point admissible. Okay. Donc un point est admissible si jamais il vérifie toutes les contraintes. Les contraintes, elles sont simples, elles sont encore écrites. À la fois, il faut que je sois dans mon espace D, donc de manière générale, ce sera dans Rn. Il faut que je vérifie G1 de x plus petit que 0, G2 de x plus petit que 0, Gm de x plus petit que 0, et le fait que Ax doit être égal à B. D'accord. Donc je dois vérifier toutes les contraintes. Dans ces cas-là, j'ai un point qui est admissible. Donc idéalement, on espère que cet ensemble ne soit pas vide, qu'on ait quand même au moins des points qui soient dedans. D'accord. Et on va essayer de trouver le minimum parmi tous ces points, en fait. Ça va être ça l'idée. Le minimum, il aura une certaine valeur f étoile. Okay. Donc la valeur que va prendre ma fonction, donc le minimum de ma fonction s'appelle f étoile. Okay. Mais souvent, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment le minimum, c'est l'endroit où on atteint notre minimum. Okay. En finance, ce sera non pas le variance minimale de votre portefeuille, c'est la structure de votre portefeuille. C'est ça qui nous intéresse. Okay. Donc c'est ça qu'on va regarder essentiellement par la suite. C'est une valeur pour laquelle on peut l'avoir. Donc c'est la phrase qui est juste après, ce qu'on appelle une solution. Donc une solution, c'est un point qui est admissible et qui va vérifier qu'en ce point-là, f étoile, on est exactement sur f étoile. Donc on a atteint la valeur minimale. Okay. Alors des fois, atteindre le minimum, c'est beaucoup exigé. Okay. Et en particulier, quand on fera des descentes de gradient, on n'est pas certain d'être au minimum, c'est la notion de tolérance. Okay. La notion de tolérance nous permet en tout cas d'être proche de l'optimum. Donc proche de l'optimum, la terminologie en analyse, c'est la notion d'epsilon sous-optimalité. Donc on n'est pas optimal, donc on est sous-optimal, mais on a un critère epsilon qui va être notre distance. Donc je suis à une distance epsilon de ma vraie solution, donc de mon optimum. Okay.
Alors, de mon optimum en F, hein, donc je ne sais pas, ça se trouve en X, je suis peut-être très loin, ok, mais c'est juste que en valeur de F, en tout cas, je suis proche euh, de la valeur minimale que je pourrais atteindre. Ok. Euh, et dernier petit point, la notion de saturation. Donc ici, j'ai une inégalité qui est que g de x doit être plus petit ou égal à 0. Si jamais j'atteins très précisément ce 0, donc si g de x est égal à 0, on dira que la contrainte est saturée. Okay. Je renvoie des capsules qui arriveront un peu plus tard en programmation linéaire où on verra que, en tout cas, si jamais je fais de la programmation linéaire non entière, je vais souvent saturer mes contraintes. D'accord. Donc la programmation linéaire, je la présenterai dans 2 slides, mais c'est 3 slides, mais c'est des problèmes de production. C'est que vous avez un certain nombre de stocks de matières premières. Vous avez plusieurs items que vous pouvez produire. Est-ce que vous essayez d'optimiser? C'est votre profit, puisque chaque item va se vendre à un certain prix. Et donc d'allocation de ces ressources de manière à produire le maximum de, pas le maximum de biens, mais en tout cas le maximum de biens qui vous rapporteront de l'argent. Okay. Donc quand on fait ça, il s'avère que dans pas mal de cas, on va saturer certaines des contraintes et donc on va épuiser notre stock de certains produits. Okay. Donc ça, c'est une notion de saturation de contraintes. Ok. Donc, 3 petites propositions que je ne vais pas démontrer, mais encore une fois, si vous êtes intéressé par ces problèmes-là, je vous renvoie au livre d'optimisation convexe que j'avais mentionné dans les premiers slides, où je vous donnais des références pour aller plus loin et pour creuser davantage certains problèmes. Première petite propriété, si jamais j'ai un problème d'optimisation convexe, dans ces cas-là, l'ensemble des solutions, donc l'ensemble des x étoiles, je n'ai pas forcément unicité de la solution, l'ensemble des x étoiles qui est solution forme un ensemble convexe. Okay. Donc ça veut dire que si jamais vous trouvez 2 solutions, vous avez une infinité de solutions qui sont toutes les solutions qui sont entre ces valeurs-là. D'accord. Donc ça, c'est une propriété qui est intéressante. Plus intéressant, si jamais on est strictement convexe, dans ces cas-là, on a une solution unique. Alors ça rend le problème vraiment intéressant. Okay. Si jamais je fais face à un problème qui est strictement convexe, dans ces cas-là, je vais avoir solution unique à mon problème d'optimisation. Alors, je ne sais plus à quel moment, je ne sais plus si je l'ai déjà mis dans les slides ou pas, mais je vais vous présenter ici 2 petits problèmes pour vous présenter cette chose-là. Il y a des problèmes, par exemple, de calcul de moyenne. D'accord. Donc, si jamais je regarde la moyenne, on peut montrer que la moyenne, pardon, je commence déjà par écrire une bêtise, la moyenne empirique, c'est très exactement l'argument du minimum de la somme des xi moins une certaine constante à la 2. D'accord. Donc, c'est la valeur qui minimise la somme des carrés des erreurs. Okay. Donc, c'est la base du cours SVT 5100. Okay. Ce problème, c'est un problème qui est strictement convexe. J'ai une fonction qui est une fonction quadratique. Okay. Une fonction quadratique, ça me donne techniquement une très jolie parabole. D'accord. Donc j'ai une courbe qui est une belle parabole, qui est strictement convexe, et donc qui est une solution unique à ce problème, et donc j'ai le droit effectivement de dire qu'on atteint le minimum. Il existe un autre petit théorème très très proche de celui-là, qui est la définition de la médiane. La médiane, ça va être l'argument, alors je vais peut-être noter ça MD. MD, c'est l'argument du minimum de la somme des valeurs absolues des xi moins n. Et la somme des valeurs absolues, il y a un petit souci, enfin un petit souci, c'est un souci, c'est que la valeur absolue, c'est une fonction en V, d'accord. C'est des fonctions qui sont linéaires par morceau. Okay. Et ben ce problème, il est un peu plus compliqué dans le sens où si vous avez un nombre, donc ici on va les sommer jusqu'à n, si vous avez un nombre pair d'observations, dans ces cas-là, le problème n'a pas de solution unique. Okay. Et ça revient à un problème de stat classique, qui est que quand vous avez 100 observations, trouver la médiane, c'est compliqué, parce que vous savez que vous êtes compris entre la 50e et la 51e, si je me souviens bien. Okay. Donc autant, si jamais j'avais 101 observations, je prendrais la 50e. Okay. Pardon, ça doit être la 49e et la 50e. Okay. Mais quand je m'intéresse à une médiane pour un nombre pair d'observations, oui, c'est ça. Par rapport à un nombre pair d'observations, il y a plusieurs valeurs pour lesquelles je peux couper en 2. Okay. Je vais avoir très exact. Donc si jamais j'ai 100 observations, je peux très bien avoir 50 à gauche, 50 à droite, et je me trouve très exactement entre la 50e observation et la 51e. Okay. Si jamais j'avais une 101 observations, dans ces cas-là, je pourrais couper en 50-50 et je me place très exactement sur la 51e, okay, ce qui va me permettre d'avoir unicité de ma solution. Mais on a ici le petit problème qui est que ce problème d'optimisation n'a pas forcément de solution unique. Okay. C'est essentiellement lié au fait que quand je regarde ma fonction
quadratique, j'ai une fonction qui est strictement convexe. Quand je regarde ma fonction en valeur absolue, j'ai une fonction qui n'est pas strictement convexe. Okay, donc ça, on le verra réapparaître en particulier quand on parlera du lasso. Donc le lasso, on fera intervenir des notions de norme L1. Okay, la norme L1, c'est vraiment cette valeur absolue. Donc on verra apparaître ces problèmes de non stricte convexité qui posent un petit souci, pas potentiellement en tout cas, peut poser un petit souci unique, puisque la seule chose qu'on sait, c'est que si j'ai un problème qui est strictement convexe, alors j'ai une unicité de la solution. Okay, unicité de la solution, c'est important parce que ça vous rend déjà votre modèle, j'allais dire identifiable, mais ça veut dire que numériquement, il ne peut pas se tromper. Si jamais vous avez deux solutions, alors on sait qu'on a un ensemble convexe, mais si jamais j'ai deux solutions, l'ensemble est convexe, donc je pourrais atteindre n'importe laquelle. Quand je converge, je ne sais pas trop où aller, donc l'algorithme, ça se trouve, n'arrivera pas à trancher. Donc c'est le problème des solutions non uniques. Il faut faire un petit peu attention. Je peux arriver à des problèmes compliqués à résoudre d'un point de vue numérique. En tout cas, avoir un moment, un warning ou une erreur qui vous dit « j'ai pas réussi à converger, je m'arrête ». Okay. Et ça, un algorithme qui s'arrête, c'est généralement pas très bon signe et ça mérite de passer énormément de temps. Ok, donc ça c'est pour nos deux premiers théorèmes, donc les théorèmes liés à ces histoires de convexité ou de stricte convexité. Alors juste pour simplifier, en fait notre ensemble, je peux l'écrire, donc l'ensemble des valeurs admissibles, je peux l'appeler petit c, et donc on peut tout simplement dire qu'en fait j'essaie de minimiser sur l'ensemble des points qui sont dans l'ensemble des valeurs admissibles. Ok. Alors on a une petite propriété sur la convexité. Alors, la seule chose que je demande, c'est des notions de différenciabilité. Okay, donc, si jamais j'ai un problème qui est convexe et qui est différenciable, alors je peux écrire des choses. En particulier, je peux étudier des choses liées au gradient. Okay, si jamais j'étais deux fois dérivable, j'en ferais intervenir de la Hessienne, mais là, je vais juste supposer que je suis une fois dérivable, puisqu'en fait, dans pas mal de problèmes qu'on verra, on est juste une fois dérivable, en particulier les problèmes compliqués. Donc, cette hypothèse peut suffire. Donc, ça veut dire qu'on a un point qui est optimal. Donc, x étoile est une solution. Si et seulement si, quand je prends le produit scalaire entre le gradient pris en mon x étoile et un y moins x étoile, ce produit scalaire doit être positif pour tout y. Okay, donc ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Et ce que ça veut juste dire, c'est que si jamais je me place sur un ensemble, l'ensemble Rn, ce que je suis juste en train de dire, c'est qu'en fait, ça veut dire que le gradient doit être nul. Donc on retrouve ce qu'on appelle la condition du premier ordre. Okay, la condition du premier ordre me dit que au point de calcul de ma dérivée, de mon gradient, la dérivée doit être nulle. Okay, donc c'est vraiment la condition du premier ordre qu'on utilise abondamment depuis le début. À l'optimum, le gradient s'annule. Okay, mais de manière générale, on avait le résultat précédent. Donc, un petit point qu'on verra réapparaître plusieurs fois par la suite, c'est les notions donc, que je ne sais pas traduire en français, qui sont les notions de slack variable. Donc, les histoires de slack variable, c'est lié au fait que les inégalités, ce n'est pas quelque chose qu'on aime bien. On n'aime pas trop parce que c'est compliqué à vérifier. Mais un problème avec des inégalités, en tout cas des contraintes d'inégalité, telles qu'on l'avait posé au départ, en fait, ça peut être vu comme étant un problème avec des égalités. Okay, la seule chose, c'est qu'il faut augmenter la dimension. Donc, ce que je vais juste dire, c'est que, je vais peut-être vous le faire sur un petit dessin, ce sera plus simple. Si jamais je vous dis que ici j'ai 0 et qu'ici j'ai mon g de x, ben, ça veut tout simplement dire qu'il reste sûrement un petit peu d'espace. Okay, et donc, entre mon g de x et mon 0, il y a de la place pour mettre une petite variable. Donc, peut-être que j'ai un certain SI. Et ce que me dit la contrainte d'inégalité, c'est que j'ai un SI qui est positif. Okay, donc, en fait, ma contrainte d'inégalité qui me disait g de SI, g de xi doit être négatif, ça revient à dire que g de xi plus si doit être égal à 0 avec si qui est positif. Okay, donc mon problème va pouvoir s'écrire de manière un petit peu différente. Donc mon problème d'optimisation déjà va augmenter de dimension. Okay, donc je vais rajouter n variables par m variables, donc autant de variables que j'ai d'inégalités. Okay, les inégalités, j'en avais m. Okay, donc je vais rajouter un m variable. Donc mon problème qui était en dimension n passe à n plus m. Okay, donc on le verra en particulier en programmation linéaire, c'est ce qu'on va utiliser. Sauf que les contraintes, j'en aurai petit n, n étant la taille de mon échantillon. Donc potentiellement, mon problème qui était tout simple, qui était juste en dimension 2, va passer en dimension n plus 2. Donc ça peut exploser potentiellement la taille de votre problème, mais encore une fois, on fait des choses un petit peu abstraites pour l'instant. Et si jamais j'ai un algorithme qui marche, peut-être que ce sera plus long, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. En tout cas, dans ce qui nous intéresse dans le cours, on n'est pas sur une notion d'efficacité et d'optimisation d'algorithmes pour des problèmes d'optimisation.
Donc, mon problème va juste écrire sur un ensemble plus grand. Okay, donc, je suis plus sur X, mais je suis sur Z qui est le X et Z, et S, pardon. Donc, je mets à la fois mes variables d'intérêt X et mes slack variables, donc qui sont en gros à quel point est-ce que mes contraintes G ne sont pas saturées. D'accord. Donc, peut-être qu'à l'optimum, tous mes S seront égaux à 0. D'accord. Peut-être que tous mes contraintes sont saturées, mais a priori, je ne sais pas. D'accord. Donc, en tout cas, pour définir mon ensemble acceptable, je suis obligé de tenir compte de tous ces petits S qui sont positifs. Donc, ma contrainte va être que mes SI doivent être positifs. Et là, ma contrainte d'inégalité devient une contrainte ma contrainte d'inégalité devient une contrainte d'égalité. Ok, donc j'ai maintenant décalé, si vous voulez, mon problème. Mes inégalités deviennent un petit peu plus simples à écrire. C'est juste de dire qu'en fait, au lieu de travailler sur des trucs genre Rn, bah, je me place sur des quadrants. Donc, je me place sur des parties positives de mes ensembles. Mais ma contrainte de départ devient une contrainte d'égalité. Alors ça, c'est mignon, sauf que bah, ça pose un petit problème, c'est que tout d'un coup, le problème n'est plus un problème convexe. Okay. Donc, rajouter les slack variables, ça pourrait être une solution dans un cas très précis. C'est le cas où mes fonctions G sont des fonctions affines. Okay. Donc, si j'ai des fonctions affines, dans ces cas-là, ça peut être intéressant d'introduire ces slack variables. Alors ça, j'en parle parce qu'on le verra quand je vous ferai la capsule sur la programmation linéaire. C'est très exactement ce qui va se passer en programmation linéaire. Je vais avoir des contraintes ici qui sont linéaires, et dans ces cas-là, c'est pertinent d'introduire ces slack variables. Il y a un autre cas pour lequel ça peut être pertinent, c'est dans les SVM, dans les supports vector machine, où on va avoir ces contraintes linéaires dans lesquelles on va effectivement rajouter ces slack variables. Okay. Donc ça, c'est un outil qui peut être utile, mais dans un cas très précis. Donc j'en parle depuis le début. La programmation linéaire, c'est quoi? C'est quand donc, je vais peut-être vous montrer quelques exemples particuliers. Donc on a vu que notre problème d'optimisation convexe, il repose sur une fonction objectif f qui est convexe, des contraintes g qui sont convexes, et puis potentiellement des contraintes d'égalité. D'accord. Si je n'ai pas de contraintes d'égalité, je m'en fous, je m'en débarrasse, mais disons qu'on essaie d'avoir un modèle relativement général pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc le premier cas, c'est le cas dit linéaire, okay, dans le sens où mes deux types de fonctions, mes f et mes g, sont linéaires. Donc ma fonction objective devient une fonction linéaire, et mes objectifs en termes d'inégalité sont là aussi des fonctions linéaires, et donc mon g de xi devient des d de xi. Okay. Donc, si vous vous souvenez de ce que je viens de dire sur les slack variables, en fait, ces contraintes de saturation qui vont, enfin, c'est pas contraintes de saturation, ces contraintes qui me définissent mon ensemble de valeurs acceptables, de variables faisables, je peux l'écrire en introduisant des variables slack sous la forme suivante, tout simplement, a de x égale b avec des x qui sont positifs. Okay. Donc, je renvoie à la capsule qu'il va y avoir sur la programmation linéaire. En particulier, effectivement, je vous referai la programmation linéaire sur la médiane, okay, où on verra apparaître ce genre de choses, où on aura effectivement la résolution de ce problème qui va explicitement s'écrire sur cette forme-là. D'accord. Donc, essentiellement, parce que minimiser la somme des valeurs absolues, je peux bricoler un tout petit peu. Pourquoi? Alors, je vais juste vous expliquer l'idée en 2 minutes. Je perds un petit peu moins. Mais cette grandeur-là, je vais dire que yi, c'est égal à m plus 1 epsilon. Okay. Donc, je vais avoir ce petit résidu. Donc, en fait, j'essaie de minimiser la somme des valeurs absolues. Et ce qu'on est juste en train de dire, c'est que la valeur absolue de epsilon, je peux l'écrire de deux manières. Je peux l'écrire soit en disant que c'était la valeur positive quand c'était positif. Okay. Et donc, ça va me donner ce que j'appelle le AI. Soit ça va me donner moins la partie positive, c'est-à-dire le BI. Okay. Donc, je peux écrire comme étant la somme de ces deux composantes. Okay. Donc, c'est ce qu'on va appeler les AI et les BI. Et je vais avoir une contrainte qui est que quand vous faites la différence entre les AI et les BI, vous tombez très exactement sur les epsilon. Et la grandeur qui se trouve là, c'est la valeur absolue des epsilon. Okay. Donc ça, c'est un petit jeu classique en analyse, qui consiste à introduire ces fonctions positives quand on a des valeurs absolues. Okay. Donc c'est juste de noter que quand vous avez des valeurs absolues, en fait, on peut bricoler un petit peu pour récupérer un problème qui va s'écrire sous la forme de programmation linéaire. Okay. Je n'irai pas beaucoup plus loin, je suis juste là pour vous donner cette grande typologie de problèmes convexes. La programmation linéaire est un cas particulier pour lesquels on a des algorithmes. Donc je vous parlerai effectivement de cette calcul de la médiane. Alors c'est un peu, vous pourrez me dire, là j'utilise une espèce d'énorme marteau-piqueur pour enfoncer un clou, mais ce qu'on va voir, c'est qu'une fois qu'on est capable de faire une régression, un calcul de médiane, je vais pouvoir remplacer mon M par quelque chose d'un peu plus exotique qui pourrait être de la forme xi transposé bêta.
Et là, j'introduis tout d'un coup une régression médiane. Okay, donc, au lieu d'avoir la régression en moindre carré, j'ai une régression en moindre valeur absolue. Okay, et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que prendre des valeurs absolues, c'est mignon, ça vous donne une médiane, mais quand je mets des poids différents suivant que j'ai des résidus positifs ou des résidus négatifs, okay, si mes poids sont respectivement taux et un moins taux, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que c'est le quantile d'ordre taux. Donc, c'est cette méthode-là qui permet de calculer une régression quantile. Et ce qu'on voit, c'est que la régression quantile, ben, à partir du moment où je sais faire de la programmation linéaire, j'ai aucun problème pour faire de la régression quantile. Okay, l'algorithme qui se cache derrière, c'est ce qu'on va appeler l'algorithme du simplex. Okay, je ne le présenterai pas. Pour ceux qui sont intéressés, je vous renvoie à vous taper sur algorithme du simplex sur YouTube et vous allez avoir au moins 2000 vidéos qui vous présentent l'algorithme. Ce que je veux juste que vous sachiez, c'est qu'on a des fonctions qui le font. On va les utiliser. Je vous expliquerai la grande philosophie qui est de se balader dans un polyèdre, de sommet en sommet. Okay, je vous montrerai en gros comment ça marche avec les mains, mais la mise en œuvre pratique, c'est essentiellement de l'algèbre linéaire et des méthodes de pivot de Gauss. Et c'est pas très, enfin, je trouve pas ça très rigolo. En tout cas, c'est pas l'objet de ce cours. On n'est pas là sur des méthodes numériques. On est là pour faire de l'analyse de données, mais on a besoin d'algorithmes, de méthodes numériques, des algorithmes d'optimisation. Et je veux juste que vous compreniez quand ça marche pas, et en gros ce qui se cache derrière ces algorithmes. Autre cas qui nous intéressera, c'est un cas un peu particulier de problème convexe, qui est le cas où, certes, je garde des contraintes de type linéaire, donc mes fonctions qui étaient convexes ne seront pas strictement convexes, okay, mais elles seront linéaires. Par contre, ma fonction objectif, elle, va devenir strictement convexe. Okay. On a vu que c'était ce qui nous intéressait. Ce qui nous intéresse pour avoir l'unicité de la solution, c'est que la fonction objectif soit strictement convexe. Okay. Dans ces cas, quand vous prenez une forme quadratique, c'est-à-dire essentiellement une composante linéaire plus une forme quadratique, alors dans ces cas-là, on va avoir des algorithmes pour pouvoir résoudre ce genre de choses. Donc, j'en parlerai un tout petit peu, parce que ce problème-là, vous le connaissez. C'est tout simplement un problème de gestion de portefeuille. Okay, ici, on voit apparaître quelque chose qui est, par exemple, une utilité quand vous avez, enfin, une utilité associée à une allocation X. Okay, quand vous avez des actifs de rendement moyen mu et de matrice de variance covariance sigma. Okay, quand vous avez une utilité qui est une utilité de type quadratique. Okay, donc vous avez une aversion au risque de type gamma, ce genre de choses. Okay, dans ces cas-là, vous avez ce problème d'allocation de portefeuille qui est explicitement un problème de cette forme-là, qui est un problème quadratique. D'accord, et autre chose, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, quand j'écris le problème sous cette forme-là, donc ma fonction objectif, on voit apparaître quelque chose qui est ce terme de droite. Ça nous fera penser à quelque chose qu'on appelle un problème de Lagrangien. Okay. Donc éventuellement, on pourra aussi voir ces problèmes comme étant des problèmes où la fonction objective va être celle-là et celle-là sera rajoutée en contrainte. Et voilà, ça fera apparaître les notions de Lagrangien. Donc c'est l'optimisation sous contrainte, mais que vous avez forcément un peu plus en économie. Ok, je m'arrête là pour cette capsule et la prochaine sera plus explicitement sur les algorithmes pour résoudre les problèmes que je viens de vous présenter ici. Ok, donc à très bientôt et bonne visualisation des autres capsules si jamais vous êtes parti pour une lancée.